Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo Otaku. Je m'appelle Ame, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec. Je reprends avec beaucoup de livres qui sont pas forcément des mangas mais qui se rapportent à la culture pop japonaise, qui sont assez cool, je dois dire. Fait que restez jusqu'à la fin, mais je vais commencer par les mangas aujourd'hui. La sortie événement de cette semaine, c'est bien sûr la nouvelle réédition Star Edition chez Kana de Yu Yu Hakusho, la célèbre première série de l'auteur de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est clairement au niveau de Hunter x Hunter. Fait que, honnêtement, pitchez-vous dessus là, allez-y, n'attendez plus. Si vous avez jamais lu ça, vous allez un peu retrouver les prémices de ce que vous avez aimé dans Hunter x Hunter, tout le charisme des personnages. D'ailleurs, vous allez voir qu'on a un peu le même type de quatuor de personnages principaux qui reviennent. Vous allez avoir tout le storytelling que Togashi sait si bien faire, toutes les expressions faciales, les combats sont absolument monumentaux. Alors, de quoi ça parle Yu Yu Hakusho? Ça parle c'est un shonen qui se situe un peu à la frontière entre plein de types de shonen différents. Dans lequel notre héros principal va mourir dès le premier chapitre. Alors ça, je rappelle que c'est paru dans les années 90, puis ça, le fait de faire mourir son héros au tout début, c'était assez phénoménal, hein. À l'époque on n'avait jamais vu ça, c'était quand même une grande nouveauté. Alors ça a amené vraiment un gros vent de fraîcheur sur le monde du shonen, puis c'était comme bouf, waouh quoi. Je suis sûre que les plus jeunes générations vous en rendez pas compte, mais à l'époque, moi j'ai vu ça quand c'est sorti, c'était un de mes premiers mangas, puis écoute, c'était la folie, là. Le héros mourait, puis on était comme ok, mais il va se passer quoi? Fait que là, le héros meurt, c'est une espèce de bad boy, une racaille, un petit voyou, mais il meurt en faisant une bonne action, en voulant sauver un enfant qui va se faire écraser dans la rue. Et au moment où il meurt, il y a un ange qui le récupère, qui l'emmène au purgatoire, puis qui lui dit si tu veux passer le reste de ta mort, peut-être pas de ta vie, mais de ta mort, dans des bonnes conditions, il va falloir que tu rendes un peu des services parce que, sérieusement, tu as fait plus de mauvaises actions dans ta vie que de bonnes. Mais on voit que tu es capable de faire des bonnes actions, alors on va te laisser une chance. Fait que là, elle le renvoie sur Terre avec des missions spécifiques, des enquêtes qui sont données par Enma, le gardien des enfers. Et donc notre héros Yusuke va revenir sur Terre comme s'il était vivant, mais avec des pouvoirs supplémentaires, etc. Et va se retrouver donc enquêteur. Alors, c'est aussi plein de bon esprit, d'humour complètement désopilant que de combats qui sont vraiment intenses. Comme j'ai dit, les personnages sont à tomber. Yusuke est juste complètement attachant, un petit peu à la manière de Gon, mais en beaucoup moins candide que Gon. On va retrouver, comme je vous disais, le pendant de tous les personnages qu'on aime dans Hunter x Hunter, comme Kurapika aussi, comme Killua évidemment. Et puis on va avoir énormément d'actions puisque y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les combats dans les enfers. Il y a le tome 2 qui est sorti également, je vais vous montrer également quelques images. Et puis dernière info, c'est que notre jeune voyou, il a quand même un cœur d'or, puis il a un petit côté Onizuka, hein. Dans GTO, il est fortement amoureux de Keiko, qui ne l'a jamais regardé parce que c'est un voyou, alors qu'elle c'est une jeune fille très sage et très studieuse. Alors notre Yusuke national va essayer de faire ce qu'il peut pour conquérir le cœur de Keiko. Donc évidemment, c'est un style qui a un petit peu vieilli, avec une histoire qu'on pourrait trouver aujourd'hui redite, mais en fait, c'est juste que ça a tellement inspiré de mangaka d'aujourd'hui que c'est plus un pionnier qu'autre chose. Fait que vraiment, je vous encourage à le lire, c'est une merveille. Ça va être édité en 14 volumes au lieu de 19 volumes de la série originale. Donc c'est Yu Yu Hakusho, vous avez le tome 1 et le tome 2 qui sont là. Et je continue dans le shonen avec Goodnight World, où on suit un joueur invétéré de MMORPG en réalité virtuelle. C'est un hikikomori, hein, clairement, il sort jamais de chez lui. Il a décidé de vivre toute sa vie dans le monde virtuel. Un jour, il s'attaque à un jeu qui est assez complexe, dans lequel il doit, il se fixe pour mission de
de tuer un espèce de grand rapace que personne n'a jamais vu, que personne n'a jamais réussi à attraper. Et la particularité quand même de cette histoire, c'est que notre héros va tomber sur une gang de personnages, une espèce de guilde qui s'est organisée comme une famille finalement, où ils se soutiennent tous les uns les autres, ils sont tous, ils sont tous hyper solidaires, hyper soudés, il y a une super bonne ambiance. Puis il se trouve que notre héros ne s'est jamais entendu ni avec son grand frère, ni avec son père. Il considère ne pas vraiment avoir de famille, fait qu'au sein de ce jeu, il va se recréer une famille. Ce qui va se passer, c'est qu'on va alterner avec les moments qui se passe dans la réalité où le père de notre héros va être soudainement transporté à l'hôpital pour une grave maladie. Et donc notre héros va un peu osciller entre sa vraie famille à laquelle il ne tient pas particulièrement, en tout cas il ne pensait pas être proche de cette famille-là, mais qui a besoin de son soutien, et sa famille virtuelle dans laquelle il s'éclate puis c'est le fun. Fait qu'il y a aussi ce côté très sentimental, même si on est sur un shonen qui bouge, énormément d'action, énormément de combats. C'est l'auteur de World War Demons qui avait écrit ça, fait qu'on est vraiment dans le même style avec des combats quand même assez intenses, mais le côté un peu émotif et relation familiale rajoute une touche un peu émotive, un peu mignonne au livre, fait que ça détend un peu l'ambiance et j'ai bien aimé ça. Donc c'est Goodnight World. Je continue avec Kirby Fantasy. Alors le sous-titre c'est Gloutonnerie à Dreamland. Ça va être une série, mais c'est une série donc plus axée sur un public enfant avec des sketchs. Donc oui, c'est une série, mais tous les sketchs peuvent être pris indépendamment les uns des autres, c'est très épisodique. Et puis on suit Kirby dans ses déboires de tous les jours. C'est Kirby qui avale absolument tout ce qui traîne sur son passage, qui se chamaille avec le roi d'Adidou, mais finalement on se rend compte qu'il s'aime bien quand même. Donc voilà, suite de gags, c'est pas forcément, en tant qu'enfant je suppose que c'est un peu plus drôle, un peu plus divertissant. En tant qu'adulte, bon, on se dit qu'il n'y a pas grand chose là-dedans, c'est du divertissement, mais c'est pas non plus, ça vole pas très haut. Fait que j'ai pas accroché plus que ça, j'avais mieux aimé celui qui était sorti dernièrement, qui était les aventures de Kirby. Fait que si vous connaissez un enfant à qui vous voulez l'offrir, qui aime bien le personnage de Kirby, allez-y plutôt avec l'autre série que moi j'ai préférée. Donc c'est Kirby Fantasy. On continue avec un yaoi un peu spécial qui s'appelle Barbarities, c'est chez Taifu Comics. Et pourquoi c'est un peu spécial? Parce que ça se passe dans le Moyen-Âge européen. Mais c'est un Moyen-Âge qui est fictif. On est censé être dans un autre monde où les gens se comportent d'une autre manière, mais cet autre monde est un petit peu calqué sur la Renaissance, je dis le Moyen-Âge, mais plutôt la Renaissance en Europe. Alors on suit des nobles dans toutes leurs excentricités et notamment notre héros, le jeune homme blond qui est sur la couverture, qui fait des missions de garde du corps et qui va accepter une mission pour un vieux membre du congrès super important qui est le monsieur ici. Puis il va se rendre compte qu'en fait ce vieux monsieur est en fait un beau jeune homme déguisé qui prend la place de son oncle de temps en temps pour pouvoir mener sa propre enquête sur quelque chose d'assez mystérieux qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et puis ça va nous faire complètement tomber notre héros sous le charme, qui va s'attacher à son protégé. Le truc c'est que notre héros couche un petit peu avec tout ce qui bouge, mais ce nouveau jeune homme est très hermétique à ses charmes finalement, il ne semble pas succomber. Alors toute l'intrigue va tourner autour de est-ce que notre jeune garde du corps va arriver à faire succomber son client. C'est très bien dessiné et malgré le fait que j'ai parlé beaucoup de coucher avec tout ce qui bouge, pour l'instant sur ce tome 1 ça reste sur un yaoi tout public, il n'y a aucune scène explicite, donc si vous aimez le genre, allez-y. Barbarities. Et je reviens dans le shonen avec La Lame de la Rébellion. On est sur un shonen un peu historique, en tout cas qui s'appuie sur des faits historiques, mais qui est plutôt un shonen d'action avec des pouvoirs. On est dans le Japon de l'ère Edo, avec les samouraïs, les ninjas, et le Bafuku, donc le gouvernement militaire de l'époque, qui était quand même assez contrôlant, hein, il faut le dire. Bon là, on passe une coche au-dessus, le Bafuku a carrément réduit toute la population en esclavage, et se comporte comme des tyrans, comme des vrais dictateurs, et une sorte de rébellion a commencé à se fomenter pour renverser le Bafuku. Alors on va retrouver aussi le fameux Shinsengumi, hein, la garde rapprochée du shogun.
Donc beaucoup d'éléments comme ça historiques, puis beaucoup d'éléments d'historique dans le décor aussi. Il y a toute une scène qui se passe dans un train sur un pont en bois qui est vraiment super bien faite. Alors dans la lame de la rébellion, on va suivre donc un des samouraïs qui a décidé de se rebeller contre le Bafuku, et il a réussi un exploit qui n'est pas passé inaperçu parce qu'il a attaqué seul un camp de base militaire et il a réussi à décimer ce camp tout seul. Donc là le mot se passe au sein du Bafuku, puis on commence à avoir peur de ce samouraï là. Ce qui va se passer, c'est que notre héros, il va avoir connaissance du fait que dans le monde, il y a des artefacts magiques qui donnent des pouvoirs spécifiques en fonction de chaque artefact, et que le Bafuku est à la recherche de ces artefacts, et c'est pour ça qu'il réduit toute la population en esclavage, c'est pour chercher ces artefacts. Notre héros va être obligé de s'allier, bien malgré lui, à la jeune fille qui est sur le cover, parce qu'il va être un peu comme réduit en esclavage, à la soumission, disons, par le collier de la jeune fille, qui est lui-même un artefact magique qui permet de soumettre une personne pour l'avoir complètement à sa botte, puis lui faire faire ce qu'elle veut. Donc elle va un peu l'utiliser comme son bouclier, puis son arme, et l'instrument de sa mission à elle. Mais quel est son but à elle, ça c'est tout ce qu'on ne sait pas, évidemment. Très bien fait au niveau du scénario, vraiment très cool, ça bouge, il y a une bonne balance, comme je disais, avec les côtés historiques qui sont assez cool, pas autant développés que dans Shiro-Ran par exemple, mais quand même. Ça pêche un petit peu plus au niveau du dessin, c'est pas forcément incroyable, beaucoup de choses qui sont faites à l'ordinateur puis ça se voit, mais au niveau du scénario c'est quand même assez cool. Donc c'est La Lame de la Rébellion et c'est chez Michel Lafon Édition. J'ai une autre édition ici, grand format, c'est La Balade de Yaya, ce magnifique livre. Alors j'ai les 3 premiers tomes, c'est le tome 3, je sais pas pourquoi mais je l'ai mis avant, voilà, le tome 2 et le tome 1 qui s'en vient ici. Alors La Balade de Yaya, c'est un livre chinois pour enfants qui était paru il y a quelques années, qui avait fait beaucoup de bruit. Je vais les poser parce qu'ils sont très lourds. Et honnêtement, même sans être un enfant, c'est quand même super intéressant puis super bien fait. La réédition grand format est très cool, très belle. Yaya, ça parle tout simplement d'une jeune fille de l'aristocratie de Shanghai qui prend des leçons de piano et vit une vie insouciante avec ses parents jusqu'à ce que les Japonais débarquent, que la guerre sino-japonaise commence. Et en fait, au moment où le Japon va envahir Shanghai et où les premiers avions militaires vont commencer à faire des bombardements sur la ville, mais il va se passer que cette journée-là, c'est la journée que Yaya avait choisi pour... c'est la journée où elle avait un concours de piano. Et ce concours de piano, elle y tenait vraiment mordicus. Et comme les bombardements commencent, on lui dit qu'elle ne peut pas aller à ce concours parce que c'est trop dangereux. Alors elle va faire une fugue, bien que ce soit une toute petite fille, elle va faire une fugue de chez eux, puis elle va tenter de rejoindre le conservatoire pour aller participer à son concours de piano malgré l'interdiction des parents. Puis évidemment, elle n'est jamais sortie de chez eux toute seule, fait qu'elle va se perdre et elle va rencontrer ce petit garçon des rues qui s'appelle Tudio. Et lui, voilà, c'est un petit gars qui vit dans la rue et qui a tout à fait l'habitude de la survie, qui n'a pas le choix en fait de survivre tout seul. Et elle va le rencontrer, puis une amitié va se dresser, va se tisser entre les deux enfants. Sur fond de guerre sino-japonaise. C'est très cool pour le côté historique, c'est très émouvant, c'est cool aussi pour cette amitié qui n'aurait normalement pas lieu d'être. Et puis comme vous l'avez vu, les dessins sont absolument magnifique. Honnêtement, c'est juste incroyable, tant au niveau de dessin que du niveau de colorisation. Avec vraiment un très beau livre. La Balade de Yaya. Allez, je continue avec le célèbre Cobra. Alors cette fois, c'est The Psycho Gun. Ça va être une série, contrairement à tous les autres qui sont parus, qui sont des one-shot. Donc on est sur les Cobras des années 90 qui avaient été tous refaits par leur auteur à l'ordinateur, avec des techniques de dessin numérique qui étaient complètement novatrices à l'époque. Fait que ça donne ce style-là qui est très rétro, on va le dire, mais qui a quand même bouleversé pas mal de choses dans le monde du manga. Cobra, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu à la fois le Luke Skywalker mélangé avec le James Bond et le Indiana Jones de japonais. Fait que c'est un pirate de l'espace, un peu comme Albator, mais probablement encore plus badass, et qui est toujours entouré de jolies filles comme James Bond et qui va devoir résoudre des enquêtes, mais dans le monde
du cyberespace. Et puis il y a toujours un côté avec des artefacts magiques, des trésors à chercher, des chasses aux trésors, un peu comme dans Indiana Jones. Fait que j'aime bien dire que c'est un croisement entre les trois. Voilà, donc si vous voulez découvrir un grand classique des années 90, space opéra, avec pas mal d'action et pas mal de jolies filles, c'est Cobra de Psycho Gun. Allez, j'y vais avec mes autres livres qui sont plus... alors j'ai un light novel pour commencer, puis ensuite j'ai plus des livres sur la culture pop japonaise qui sont assez beaux. Alors mon light novel c'est Elle et son chat. Si vous aimez les light novels, honnêtement allez-y, c'est vraiment très très cool. Alors l'histoire originale est de Makoto Shinkai, le célèbre réalisateur de Your Name par exemple, ou Les Enfants du Temps. Donc petit light novel sans illustration, très très court. Donc dans Elle et son chat, on suit tout simplement un chat, c'est notre héros, puis c'est lui qui va raconter l'histoire, qui va être adopté par une jeune femme, et ça va être finalement ce chat qui a un franc-parler absolument extraordinaire, qui va raconter sa vie avec sa maîtresse, et en fait qui va faire une espèce de critique de la société japonaise à travers la vie de sa maîtresse, avec assez cool je dois dire, puis raconté par Makoto Shinkai, honnêtement ça vaut la peine. Donc c'est Elle et son chat. J'ai ce très très beau livre qui s'appelle Dans les rues de Taïwan. Pour ceux qui l'avaient déjà vu, il y avait un livre dans la même collection qui s'appelait Les boutiques de Tokyo, où on reprenait un peu l'architecture traditionnelle de Tokyo. Là c'est la même chose mais à Taïwan. C'est très 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 beau. Quelques explications sur le type de maison, de dépanneur, de boutique, de whatever, de maison d'artistes, mais avec toutes les architectures qu'on peut retrouver, même les trucs un tout petit peu défoncés comme ici, jusqu'aux super belles boutiques traditionnelles. Avec très très beau livre, ça s'appelle Dans les rues de Taïwan. J'ai un livre de dessin qui s'appelle Les objets et accessoires. Ça vient de la collection technique du manga chez Euromanga. On en reçoit quand même assez souvent, puis c'est quand même très très détaillé, c'est d'un beau niveau. Quelques trucs sur les personnages, mais surtout des détails sur comment on dessine les différents objets, comment on leur donne du volume, de la perspective, comment on les rend le plus réaliste possible. C'est vraiment sa coche comme collection. Donc les objets et accessoires, comment les dessiner. Je reste dans le dessin, ou plutôt dans la peinture, avec les tableaux à peindre kawaii, des super mignons tableaux comme ceci, où vous allez avoir de la peinture intégrée, en fait que c'est de la peinture à l'eau, qui est intégré dans une feuille détachable. Vous trempez votre pinceau dans l'eau, puis là vous pouvez mettre votre pinceau sur la couleur que vous voulez, puis appliquer, puis essayer de faire un genre de peinture à l'eau, d'aquarelle, pour peindre les tableaux. Fait que c'est assez cute. Allez, on passe dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo avec Animal Crossing New Horizons. C'est les 100 nouveaux trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis. Donc il y avait eu déjà les 100 trucs à savoir. Donc maintenant c'est les 100 nouveaux trucs. Fait que c'est vraiment la suite avec d'autres astuces pour bien vous débrouiller dans le monde de Animal Crossing. Donc voilà tous les trucs et astuces pour bâtir son petit coin de paradis dans Animal Crossing, c'est New Horizons. Et puisqu'on est dans les jeux vidéo, on continue avec Gaming Goes to Hollywood, donc l'adaptation des jeux vidéo au cinéma quand les jeux vidéo s'invitent dans le cinéma. Donc plein de films qui sont soit des adaptations de jeux, soit qui ont des fortes références aux jeux vidéo. Je vous avoue que le livre est quand même assez cool et assez bien foutu. Il est quand même assez badass. Fait que autant de l'animation que du film le plus traditionnel, du live action. Plein de films que vous allez reconnaître, plein de jeux vidéo que vous auriez peut-être même jamais soupçonné voir à Hollywood. Fait quand même très très cool, hardcover, belle référence honnêtement. Donc Gaming Goes to Hollywood, c'est chez Omake Books. Ici j'ai un petit peu le fleuron de notre semaine, j'avoue qu'il nous a tous flabbergastés. Alors c'est ce magnifique livre, Les Samouraïs, de l'ukiyo-e à la culture pop. C'est vraiment une revue complète dans un magnifique livre de toute la culture samouraï. Donc l'ukiyo-e c'est les estampes traditionnelles japonaises. Fait que vous voyez en fait l'évolution des estampes, puis évidemment de la représentation du samouraï dans les estampes, puis ensuite dans l'art
plus moderne, et ensuite dans voilà, vraiment dans la culture pop, les mangas, etc., les animes. Fait que c'est un livre qui est assez incroyable, c'est bourré d'informations, il y a même des trucs sur les costumes, voilà. C'est bourré d'informations, les images sont magnifiques, l'édition est de très très belle qualité, c'est un éditeur qui s'appelle Minuit qui fait ça, et je vous présente souvent des livres qui viennent d'eux, parce que tout ce qui est livre informatif sur le Japon, il y en a une quantité phénoménale, puis c'est toujours des productions d'excellente qualité, on dirait presque qu'il fait du skate, on dirait presque qu'il est en train de rider la rampe. Les arts martiaux, la culture populaire, évidemment, le cinéma, etc. Fait que c'est quand même très très complet, puis comme je disais, c'est vraiment un livre magnifique. On a vraiment tous capoté là-dessus. Donc les samouraïs de l'ukiyo-e à la culture pop. Et mon dernier livre informatique aujourd'hui, c'est Les Routes du thé. Alors on est moins centré Japon, mais on s'entend que le Japon c'est quand même un des pays qui produit le meilleur thé au monde. Mais là ça va reprendre un peu tous les thés du monde. Ça commence évidemment par le mont Fuji. Fait que tout ce qu'il y a à savoir sur le thé, sa provenance, les différentes sortes, comment on le cultive. Et puis là c'est pas du tout au Japon, mais je vais essayer de vous trouver une image au Japon quand même, ça serait quand même le fun. Genre là, c'est plus du tout la même game, on s'entend. Et voilà, si vous aimez le thé, ah oui, toute la partie sur la cérémonie du thé qui est quand même le fun. Moi c'est une cérémonie que j'aime beaucoup voir. On peut en expérimenter à Montréal, hein, je sais pas si vous le savez, mais vraiment très beau livre aussi si vous aimez le thé, Les Routes du thé. Et c'est donc ce qui conclut mon vidéo pour aujourd'hui. Alors je vais terminer avec les tops et les flops de la semaine. Ça va être assez facile finalement. Alors flop de la semaine, c'est Kirby Fantasy. Malheureusement je trouve que ça n'a pas vraiment atteint ses objectifs de nous faire rire. Les gags sont pas franchement drôles, même, à mon avis même pas pour des enfants peut-être, mais voilà, ça manque un petit peu de profondeur, puis le dessin est quand même assez sommaire, rien de très extraordinaire là-dedans. Puis mon top de la semaine par contre, c'est Yu Yu Hakusho. Je sais que normalement je mets pas de réédition de grands classiques dans les tops, parce que si c'est des grands classiques c'est pas pour rien, mais là j'avoue que Yu Yu Hakusho je l'attendais tellement avec impatience que celui-ci est déjà dans ma bibliothèque personnelle, puis vraiment c'est presque une redécouverte. Alors je vais quand même mettre un autre top parce que ce serait dommage de mettre juste un grand classique. Je vais mettre Goodnight World. Comme je le disais tantôt, j'ai beaucoup aimé la bonne balance qu'il y a entre l'hyperaction, la construction de type MMORPG, et en même temps le côté du héros qui est un peu en lutte contre lui-même, contre sa famille, qui veut pas, il sait pas trop, mais en tout cas qui est en lutte entre ces deux mondes. Fait que la balance est très très bien. Merci d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui, et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de nouveautés manga. Salut!